Tu veux t'amuser en gagne? On a 2 choix pour toi. 1, la nouvelle boîte à bingo de l'Auto-Québec. C'est du bingo à gratter, tu peux jouer jusqu'à 8 puis tu pourrais gagner jusqu'à 1000 pièces. Il y a 5 parties dans la boîte, sont toutes gagnantes. C'est du gros plaisir, pas compliqué, honnêtement, c'est la meilleure façon de faire lever ton party. Ou sinon, option 2, le jeu Frontières et territoires. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut être assez le fun. L'action, ça débute en 1942, en pleine guerre mondiale. 8 puissances de tous les continents bataillent pour triompher et s'assurer la suprématie militaire, économique, scientifique et agricole de l'un ou plusieurs pays et ou territoires. En gros, le but du jeu, c'est de défendre son territoire et de tenter de conquérir ceux des autres pour remporter la guerre. La partie peut se terminer de 8 manières différentes. On va les parcourir ensemble tout à l'heure, mais avant d'y arriver, il existe plusieurs séquences de jeu composées de plusieurs phases chacune pendant plusieurs tours, tant au niveau de l'infanterie, des unités terrestres, navales, aériennes, que des bâtiments scientifiques, industriels et agricole. On va essayer de vous expliquer en quoi ça consiste, c'est quoi les règlements et les petites nuances de cette édition-là versus celle de l'an dernier. Puis on va passer à travers le déroulement d'une partie ensemble. Exact. En gros, Frontières et territoires, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 16 joueurs. Chaque joueur va contrôler une puissance mondiale. Quand vient votre tour, vous construisez, vous déployez, vous faites des manœuvres économiques, sociales, scientifiques, militaires. Vous signez des traités, vous commandez des divisions, des flottes aériennes, navales, pour essayer de conquérir des territoires de vos ennemis en compagnie de vos alliés ou non. Il y a aussi un aspect spirituel qui embarque à un moment donné dans le jeu. Vous pouvez faire des pèlerinages. Il y a aussi une notion de réchauffement climatique, de conquête spatiale. Puis en plus, il y a des dragons. Bref, c'est touffu comme jeu. Il y a de la viande autour de l'os, comme on dit. Oh oui. Avant de rentrer dans le déroulement de la partie, on va juste voir qu'est-ce que la boîte contient. Même. OK. Et voilà. Donc, on a le livret de règlement qui comporte 14 annexes. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le plateau de jeu. Ouais, tu l'as dessus? C'est ici. OK, excuse-moi, tiens. OK, on a aussi le deuxième plateau de jeu dans l'édition rallongée qui rajoute l'île secrète. Il y a 256 figurines de plastique. Je ne sors pas toutes. Oui, il y a les 102 jetons empilables dessus. Ouais. OK, parfait. On a les 30 sous-marins, Oui. 20 cuirassés, 10 destroyers, 30 traversiers, les 5 porte-avions. On a les 400 unités d'infanterie. On a les 25 chars d'assaut B-56. On a les 5 4x4, dont un décapotable. Oui, ça, c'est celui-là. Ben oui, c'est une belle addition. 65 fusils d'assaut, 60 aides-soignants, 25 chasseurs, 10 chasseurs furtifs. Hein? Il faut faire attention. 40 obus, 3 bombes atomiques, 14 icebergs, 25 défenses antiaériennes. Il y a les cartes. Il y a les cartes combat, 15 cartes combat, 64 cartes territoire. Il y a les 120 cartes ressources ici. Il y a les 10 cartes de débarquement. Et puis, les 10 cartes riposte. Les cartes riposte. On a des jumelles, des grenades, des walkie-talkies, des gourdes, des fortifications. On a 5 dés et 20 dragons. Dragons. Si vous manquez de temps, il y a aussi une option pour une partie plus courte. Pour réduire la durée d'une partie d'environ une trentaine d'heures, vous pouvez jouer avec la possibilité de capturer seulement 3 capitales. Personnellement, nous, on préfère la version un peu plus longue du jeu qui dure entre 50 et 150 heures. Ça donne plus le temps de s'imprégner de l'univers de la guerre. Oui, vous pouvez décider de faire l'expérience de la guerre du point de vue des grosses puissances, comme les Allemands, les États-Unis ou l'URSS. Si vous jouez de cette façon-là, vous devez vous préparer à conquérir plus de territoires et générer le plus de ressources stratégiques que possible. Si vous manquez votre coup et que vous n'arrivez pas à faire basculer l'équilibre des forces avant que les autres joueurs combinent leur puissance, vous allez perdre. Aussi, des alliances peuvent se créer en cours de partie. Concrètement, mettons qu'on joue avec 7 amis. Mon ami de droite, on va l'appeler Martine, se retrouve à contrôler l'URSS. Eh bien, moi puis mon ami de gauche, on va l'appeler, mettons, Marcel, on peut décider de créer une alliance entre les États-Unis et l'Allemagne pour combattre l'URSS. C'est flyé, pareil. Ouais, ça c'est... On fait l'histoire carrément, C'est ça, Frontières et territoires. C'est plein de surprises, plein de possibilités, plein de plaisirs, plein de figurines, plein de règles. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu sais, peu importe là, votre expérience ou vos connaissances historiques, à ce jeu-là, vous allez être confronté à plusieurs défis militaires, économiques et stratégiques, les mêmes défis auxquels les leaders de l'époque ont eu à faire face.
c'est la même affaire. Tu sais, victoire ou défaite, là, avec ce jeu-là, on apprend beaucoup sur la période de la Seconde Guerre mondiale, puis tous les enjeux sociaux, économiques et politiques de l'époque. Puis, regarde, on va se le dire, il n'y a pas grand-chose de plus fun en gang que de jouer à la guerre. Sauf peut-être de jouer à la boîte à bingo. Ah oui, ça, c'est sûr. Le plateau de jeu représente une carte du monde durant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Vous allez voir, là, on va vous la montrer à l'écran. Oui, c'est ça. Fait que là... Elle est divisée en régions. Des régions terrestres et des régions maritimes qui sont séparées par des frontières. Oui, donc on retrouve 23 villes, dont 8 capitales nationales. Washington, Londres, Paris, Rome, Pékin, Tokyo et Moscou. Dans Frontières et territoires 2050, il y a aussi des territoires spatio-temporels, mais ça, on va en reparler dans une autre capsule. Si vous n'arrivez pas à vous entendre sur le choix des puissances, ce que je suggère, c'est de jouer à la courte paille. Évidemment, les pailles ne sont pas inclus dans la boîte. Il restait plus de place, là. C'était pas mal rempli. Oui. Par contre, vous pouvez aussi décider de le faire par tirage au sort ou de faire un petit tournoi de 4 de 7 de roche-papier-ciseaux-allumettes. Oui, puis si vous ne savez pas jouer à roche-papier-ciseaux-allumettes, vous irez visionner notre tutoriel en ligne. On en a fait un pour ça aussi. Bon, maintenant, la gestion de vos combattants. Au début de la partie, les joueurs vont choisir leur camp. Concrètement, au départ, c'est chacun pour soi. Mais rapidement, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir signer des traités, des accords, des partenariats militaires avec les autres joueurs. Dans une partie à 8 joueurs, chaque joueur contrôle une puissance mondiale. S'il y a moins de joueurs, certains vont contrôler plus qu'une puissance. Si un joueur contrôle plus qu'une puissance, ces puissances-là doivent travailler ensemble. C'est logique, dans le fond, parce que sinon, un joueur jouerait contre lui-même, puis ça serait absurde. C'est un peu comme aux échecs. Tu peux pas jouer contre toi-même, ça enlève la magie. Imagine. En tout cas, donc si vous contrôlez plus qu'une puissance, gardez bien les revenus et les unités de vos puissances séparées. Vous pouvez mener des opérations avec juste une puissance à la fois. Mais à partir du 15e tour de table, là, seulement à ce moment-là, il est possible de joindre les ressources financières et militaires de différentes puissances du même camp. On va y revenir. Donc, on disait vos combattants. Prenez les figurines en plastique qui représentent les unités de combat de votre puissance et déposez-les sur les territoires associés. C'est tout inscrit dans le livret là, de règlement pour que tout le monde parte avec le bon nombre d'unités, de ressources, d'argent, de minerais, de nourriture, puis tout. Cette étape-là, dans le fond, prend environ 1h30. C'est un peu long, honnêtement, mais vous pouvez jaser pendant ce temps-là. Hein? Comme on dit, des fois, pour avoir un peu de plaisir, il faut se forcer beaucoup. Sauf peut-être quand on joue à la boîte à bingo. Là, t'as beaucoup de plaisir sans te forcer pantoute. Oui, ça, c'est vrai. Mais bon, à Frontières et territoires, chaque puissance a un code de couleur qui indique également le revenu de départ de la puissance et la trésorerie en pièces monétaires mondiales. Les pièces monétaires mondiales, c'est la monnaie du jeu. On appelle ça des PMM. C'est ce qui représente la capacité de production militaire, mais aussi scientifique et agricole de chaque puissance. Tout le monde commence avec un produit intérieur brut de départ qui est indiqué dans le livret selon la couleur de la puissance. Vous pouvez désigner, en accord avec les joueurs, quelqu'un pour jouer la banque, qui va conserver la trace du total de PMM de chaque puissance. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est important d'être honnête avec les PMM. Hein, Julien? Hein? Pourquoi tu me regardes de même? Bien, la dernière fois qu'on a joué, tu te souviens pas? Quoi? Ben, tu t'étais un peu trompé dans la distribution de PMM, puis ça t'avait un peu avantagé. Attends, t'es-tu en train de me traiter de tricheur, là? Non, je suis pas en train de dire que t'es un tricheur. Je dis juste que pour moi, ça n'a pas de sens que quelqu'un gagne avec le 2 tiers de l'Asie puis l'Australie quand tout le monde a la zone nucléarisée puis tes dragons. Mais voyons donc, c'est parce que t'oublies qu'on jouait avec l'extension colonie galactique. Fait que ce que tu contrôlais, c'était pas du tout la zone nucléarisée, c'était la mine de Forconium. Puis t'avais pas la bombe, t'avais juste le pont transdimensionnel. Ah, OK, c'était le vendredi, ça? Ben oui, c'est ça. Puis moi, le lundi, après ça, j'ai pris le contrôle de l'Asie 2, donc j'ai pu aller coloniser le cadran B47 sans aucun problème, pendant que toi, je sais pas si tu te rappelles, mais t'étais tellement excité d'avoir ton pont transdimensionnel que tout ce que t'essayais de faire, t'allais pogner l'ordre de puissance sacrée. Excuse-moi, Julien, je ne voulais pas te traiter de tricheur. Ouais, fais attention, là. J'ai tendance à m'emporter quand on parle de ce jeu-là. Ben oui, désolé pour cette interruption. Ceci dit, ça nous amène à vous parler de la nouveauté de cette édition-là, la zone nucléarisée. Oui. La zone nucléarisée, ça comprend un tableau qui indique le coût de chaque unité en lien avec leur production d'uranium. Ces valeurs-là sont super importantes pour permettre d'éventuellement enrichir votre uranium si jamais vous optez pour une victoire basée sur la force atomique, qui est en fait la possibilité de fixer une tête nucléaire sur un obus. Mais ça, on ne peut pas y arriver avant d'avoir construit un laboratoire. On va y revenir plus tard. Donc,
Suite de la mise en place. À la page 21 du livret de règlement, on va trouver les tableaux de mise en place pour chaque puissance. Chaque tableau va indiquer le nom de la puissance, ses PMM de départ et aussi les numéros des régions de départ de vos unités sur le plateau de jeu. Oui, c'est possible d'ajouter la présence d'iceberg pour ajouter un défi puis un aspect environnemental au jeu. C'est vraiment optionnel, OK? Mais ça rajoute une petite coche de complexité qui, d'après moi, vaut la peine, honnêtement. Là. Dans le fond, l'impact des icebergs et de la calotte polaire, c'est qu'au bout du 75e tour, ils commencent à fondre, OK? Puis là, les territoires près des frontières maritimes perdent des unités au rythme de 3 par tour à cause de la montée des eaux. Si jamais vous manquez de figurines pour identifier vos troupes sur le plateau, vous pouvez utiliser les jetons d'unités multiples. Ces jetons-là servent à économiser de l'espace dans les territoires et les zones qui sont surchargées. Ils représentent chacun une unité multiple, c'est-à-dire plusieurs unités. Les jetons jaunes valent 3 unités. Les jetons rouges valent 5 unités. Les jetons bleus valent 11 unités et les jetons blancs en valent 17. Par contre, si vous mettez un jeton blanc avec un jeton jaune, à ce moment-là, ça fait 40, mais il faut soustraire les jetons bleus. Oui, et puis si vous les empilez comme ça, eh bien là, à ce moment-là, ça se multiplie par multiple de 2,5. Donc 2,5, 5, 7,5, etc., jusqu'à une limite de 22. Si jamais vous arrivez au bout des jetons d'unités multiples, bien là, à ce moment-là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là, ça peut être des petits bouts de papier avec des chiffres. Nous, on a décidé d'utiliser des anneaux de céréales, miel et noix. Oui, et puis disons que le jeu a pris une tournure assez délicieuse. Oui! La plupart des territoires ont un revenu qui peut aller de 1 à 72. Ça, c'est le nombre de PMM qu'ils peuvent produire à chaque tour pour la puissance qui les contrôle. Il y a certains territoires qui sont moins populeux, comme la Birmanie, par exemple. Elle ne peut pas produire de revenus. Par contre, ça ne veut pas dire que l'Empire birman, c'est tout des nonos pour autant. Non, vraiment pas. Faudrait pas penser ça. Là. Parlant de revenus, je vous rappelle que si vous avez envie de vrai argent et de simplicité, il y a toujours la boîte à bingo, le premier jeu de société à gratter de l'Auto-Québec. Donc, je disais, les unités peuvent se déplacer à travers les territoires qui sont adjacents, c'est-à-dire ceux qui sont séparés par une frontière. Le plateau de jeu communique aussi horizontalement, c'est-à-dire que l'Est communique avec l'Ouest. Par contre, le Nord ne communique évidemment pas avec le Sud. Par contre, les 4 coins et les diagonales peuvent renfermer un dragon. Oui, les dragons. J'avais un petit peu hâte d'en parler. C'est une belle nouveauté de l'édition rallongée. Chaque joueur qui défriche un nouveau territoire inhabité, ben, ça se passe généralement dans les premiers tours de la partie, le joueur qui arrive là doit rouler un dé pour savoir s'il y a un dragon qui s'y trouve, OK? Mettons qu'il y a un dragon ici. OK, là, je brasse. Si j'ai un 1, j'ai un dragon, OK? Si vos troupes arrivent face à face avec un dragon, vous avez 3 options. 1, battre en retraite. 2, l'abattre, mais bonne chance. Et 3, le capturer. La 3e option, c'est nettement la préférable parce que vous prenez possession du dragon et vous pouvez l'utiliser au même titre qu'une unité aérienne, c'est-à-dire avec des déplacements sans restriction terrestre et un niveau d'attaque dévastateur. Vos dragons peuvent même se poser sur vos porte-avions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dragons sont très gourmands. Oh oui! Vous allez devoir les nourrir à chaque tour à raison de 100 PMM, soit la quantité de nourriture nécessaire pour nourrir 50 unités d'infanterie. Ouch! C'est donc un pensez-y bien. Et oui, si vous arrivez à capturer et à regrouper 2 dragons, mâles et femelles, il est possible de créer une 3e unité de combat dragon qui va prendre 3 tours avant d'être prête au combat. Toutefois, même pendant sa croissance, le bébé dragon doit être nourri au même titre qu'un dragon normal. Oui, parce qu'évidemment, un bébé, ça n'attaque pas, mais ça mange quand même. Oh oui! Une fois constituée, votre petite famille de dragons va venir se poser sur l'île secrète. Rappelez-vous que l'île secrète, c'est le plateau de jeu qui vient en extra avec l'édition rallongée. Oui, comme l'île a été formée par une éruption volcanique, tout ça est marqué dans le livre, là, son sol possède un potentiel agricole hors du commun, sans compter ses accès portuaires illimités. Les eaux de mer entourant l'île sont également très riches en minéraux, donc en poissons. Bref, les dragons peuvent s'y nourrir aisément. Et on l'a dit, les dragons sont très gourmands. C'est pourquoi ça vaut la peine de les mettre sur l'île secrète, parce qu'ils vont non seulement rester captifs et vivants, mais ils vont se nourrir de la nourriture qui est sur l'île. Dans le cas où un dragon meurt,
sur un territoire avec des unités, à ce moment-là, vos unités vont pouvoir manger le dragon. À ce moment-là, vous allez pouvoir aller voir les valeurs caloriques à la page 17 dans le livret. Tout à fait. Et puis, c'est possible d'attaquer l'île. Dans ce cas-là, la production agricole des dragons devient votre propriété. Le tout, ça se fait aisément puisque les dragons ne contre-attaquent pas. Dernier point, les territoires agricoles des dragons ne reçoivent aucun revenu parce qu'ils en génèrent. Au début, ça, on avait mal compris un peu cette règle-là. C'est pas très clair dans le livre, mais Dave a appelé la compagnie. Oui, j'ai appelé. J'ai parlé à une fille qui s'appelle Madison, super gentille, une madame qui venait de l'Oklahoma. Elle nous a tout expliqué. D'ailleurs, elle va être là à ma fête. Chanceux. Bon, là, on rentre dans le déroulement du jeu. C'est là que ça se corse. Oui, et juste en passant, si vous êtes déjà perdu rendu ici, vous êtes peut-être mieux de jouer à la boîte à bingo de l'Auto-Québec. C'est super simple, tout le monde sait jouer, il n'y a pas 3800 étapes et tu pourrais gagner jusqu'à 1000 piastres. C'est quand même cool. Oh oui. Donc, mais revenons quand même à Frontières et territoires. Ça se joue en 13 étapes, OK, qui vont comme suit. C'est facile à se souvenir. Appel aux commandes. 2, récolte de PMM. 3, achat d'unités si nécessaire. 4, déploiement défensif. 5, attaque, la séquence là, de combat complète en 8 étapes. 6, résolution de combat. 7, phase de mouvements spéciaux. 8, mobilisation des nouvelles unités navales. 9, déploiement agricole phase 1. 10, déploiement agricole phase 2. 11, développement scientifique. 12, comptage des effectifs. Et 13, collecte de revenus. Le tour de votre puissance est donc constitué de 13 phases qui sont toutes intermodulables. Vous allez recevoir un revenu si vous pouvez. Quand vous terminez la phase de collecte de revenus qui précède l'approvisionnement en ressources, votre tour est terminé. Quand toutes les puissances ont joué un tour, le round se termine. Si aucun camp a gagné, un nouveau round de jeu commence et c'est comme ça à l'infini. Donc, une partie, ça peut durer 5 heures, 5 mois ou comme la vraie Deuxième Guerre mondiale, 5 ans. Je le répète, si vous n'avez pas envie de vous embarquer dans quelque chose de trop long, il y a toujours la boîte à bingo aussi. Oui, ça, c'est sûr. Ben merci, Dave, mais j'aimerais quand même ça qu'on revienne sur les étapes 1 à 4. Elles sont vraiment décisives. C'est là que vous récoltez vos PMM et vos unités. Unités navales, terrestres et aériennes. Vous pouvez acheter autant d'unités que vous en avez les moyens, mais vous devez le faire pendant cette phase-là. N'oubliez pas qu'un des objectifs étant de démarrer votre programme de développement scientifique pour enrichir l'uranium, dont on a parlé plus tôt. Oui, et à la toute fin de la phase 4, il y a la partie unité dans la zone de mobilisation. Cette étape-là consiste à placer les unités dans la zone de mobilisation. Le nom le dit, là, un peu. Pour la phase 5, qui est l'attaque, c'est hyper simple, OK? Le jeu comprend une offensive composée de 2 segments. Le mouvement offensif de base et le mouvement offensif spécial. Pendant le mouvement offensif, tous les déplacements doivent se terminer par un combat, mais il y a des exceptions si vous optez pour une stratégie économique. OK? Les déplacements des unités qui ne se terminent pas par un combat ont lieu lors de la phase de mouvement spécial. Ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple, là. Pas autant que la boîte à bingo quand même, mais... Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. À noter, toute attaque de sous-marin est interdite dans les eaux peu profondes pour des raisons évidentes. Tu sais, les sous-marins, ils ont besoin d'au moins 100 pieds de creux, là. Donc, référez-vous à la carte des abysses pour savoir la profondeur de chaque zone maritime. Les unités en route vers des régions ennemies peuvent se déplacer librement à travers les régions amies, évidemment, et les zones agricoles, excepté dans 4 cas. Si vous manquez d'essence dans une unité motrice, évidemment, si les unités navales sont sur le point de participer à un assaut amphibie depuis une zone à frontières contestées, les unités navales se déplacent depuis une zone maritime septentrionale pour échapper à un raid aérien composé de 12 avions ou plus. Évidemment, un bateau ne peut pas se déplacer dans la glace s'il se fait attaquer par 12 avions. C'est sûr que non. Et les zones terrestres en territoire hostile entrent en guerre éclair contre un char. That's it. Voilà, ce sont les seules exceptions. Oui, bon, jusqu'à maintenant, tout a été très, très simple dans le jeu, là, peut-être même trop simple, vous me direz. Mais rendu aux phases 6 à 8 de la séquence de jeu, ça se complique un petit peu. Il faut vraiment être concentré. Sinon, option 1. Donc, pendant ces phases-là, vous terminez tous les combats dans lesquels vous êtes impliqué partout sur le plateau de jeu. OK? Le combat suit la séquence de combat classique qu'on va vous décrire sous peu. Le combat a lieu en même temps dans chaque territoire, mais vous résolvez tous vos combats successivement jusqu'à la complète résolution du conflit. Aucune nouvelle unité ne peut entrer en tant que renfort une fois que le combat a commencé dans une zone précise. Pareil comme dans la vraie vie, un général ne peut pas dire pendant le débarquement de Normandie « Oh mon Dieu, je manque d'effectifs! »
objectif. Je vais aller chercher 2 camions puis un dragon. À l'aide, à l'aide. Ça marche pas. T'as commencé avec ces unités-là, tu finis avec ces unités-là. Exact. Puis si vous avez déplacé des unités terrestres dans des territoires hostiles qui contiennent que des complexes industriels ou agricoles, vous n'êtes pas considéré en combat. Mais non. Donc, voici, tel que promis, la séquence de combat classique. Encore là, c'est un petit peu complexe, donc il faut porter attention. Puis si vous ne tournez pas trop de vous casser le bicycle avec des séquences de combat puis des phases de mouvements spéciaux en 44 étapes, boîte à bingo! Pour de vrai, c'est super simple. Vous grattez ça en gang puis vous pourriez gagner jusqu'à 1000 $. Donc, comme promis, la séquence de combat. Étape numéro 1, vous allez placer les unités sur le bord d'une plaquette de bataille. Étape numéro 2, c'est les attaques sournoises des sous-marins et des unités d'infanterie sous-marine. Évidemment, comme c'est une attaque sournoise, ils les attaquent par surprise, donc les points d'attaque sont doublés. Étape numéro 3, vous allez retirer les unités qui ont été défaites pendant le combat et appliquer la riposte de cette puissance-là. Étape numéro 4, on passe à l'attaque des autres unités offensives, donc toutes les unités terrestres. Et l'étape numéro 5, on va refaire donc les pertes et l'attaque de la défensive. Ouais. L'étape numéro 6, c'est s'il reste encore des combats. Donc, s'il y a encore des conflits sur le plateau, vous allez répéter les étapes 3, 4 et 5 jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de conflits dans les zones du plateau. Étape numéro 7, évidemment, c'est la fin du combat. Et l'étape numéro 8, vous allez déplacer vos nouvelles unités. J'attire votre attention sur le numéro 2, l'attaque sournoise, OK? Ce qui est important à savoir, c'est que pendant ce type d'attaque, les unités sous-marines ne peuvent pas battre en retraite, et ce, même si le joueur en défense ne possède aucun destroyer ou cuirassé dans la zone, hein, parce que le sous-marin, il est considéré comme repéré et possiblement torpillable. Il doit donc se défendre comme une unité navale normale. C'est un vrai mot, ça, torpillable. Oh, ça, je sais pas, je suis pas linguiste. Mais dans la boîte à bingo, il n'y a rien de torpillable. Ça, c'est sûr. Donc, une fois les attaques sournoises terminées, s'il y a lieu, hein, le combat normal débute. Oui. Cette étape-là a lieu lors des batailles terrestres, navales et aériennes. Le joueur attaquant lance un dé, OK, pour chaque unité attaquante qui possède une valeur d'attaque. L'attaque est considérée comme réussie si la valeur du dé est inférieure à la valeur d'attaque. Donc, une fois que le joueur a lancé les dés pour toutes ses unités en attaque, le défenseur doit retirer autant d'unités de combat que le nombre d'attaques réussies. Mais attends, j'ai un peu envie de t'obstiner là-dessus. Là. T'es-tu sûr que c'est pas une valeur supérieure? T'as raison, mais en fait, c'est parce que ça dépend du nombre de familles de dragons qui sont installées sur l'île secrète à ce moment-là, parce que si le nombre de familles est supérieur à 5, la valeur d'attaque devient nulle de toute façon. Et voilà, ben, le maître de Frontières et Territoires, ben, c'est Julien. Il est assis là, il est assis à côté de moi, c'est lui. Et ça me rappelle que si vous êtes déstabilisé à la maison hein, par toutes les exceptions, les frivolités dans les règles de jeu, il y a juste une solution. C'est la boîte à bingo de l'Auto-Québec. Oui, c'est sûr, c'est une valeur sûre. Juste un petit point sur le point 7. Comme le combat est à toute fin utile terminé, c'est durant l'étape 7 qu'on connaît le vainqueur de la bataille et si le territoire est conservé ou conquis. Si l'attaquant capture un territoire contenant une capitale ennemie, Washington, Moscou, Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Paris ou Tokyo, suivez les mêmes règles que pour les territoires capturés. Ajoutez la valeur du territoire capturé à votre niveau de production. Là, vos PMM versés vont être ajustés en conséquence. Le propriétaire d'origine de la capitale est toujours en jeu, mais ne pourra pas recevoir de revenus des territoires qu'il contrôle et donc pas acheter de nouvelles unités tant et aussi longtemps que sa capitale est aux mains de l'ennemi. En gros, si une puissance perd ses capitales, elle est en très mauvaise posture et doit tenter avant toute chose de reconquérir sa capitale à l'aide de ses alliés ou seul, s'il possède suffisamment d'unités mobiles pour tenter un raid de repossession. OK. Le raid de repossession, c'est une des affaires les plus fun du jeu. OK? C'est une séquence d'attaque, OK, qui fait partie de la phase de combat spécial qui est réservée aux joueurs qui ont perdu leur capitale et qui possèdent une carte raid, OK? Ils ont alors la possibilité de rapatrier, OK, toutes leurs unités disponibles sur le continent de leur capitale avec la possibilité exceptionnelle de tripler leur limite de déplacement. Une fois rapatriées, ces unités peuvent tenter le raid de repossession qui vise à renverser le régime nouvellement en place et reprendre leurs acquis. Ça, là, les raids de repossession, là, je vous jure, juste pour ça, ça vaut la peine de payer le 300 $ que le jeu vaut. Oh, vraiment? Moi, des fois, je trouve que ça vaut la peine juste pour regarder les figurines.
Bon. On approche de la fin, on est rendu aux phases 9 à 13. Une fois les séquences de combat terminées, vont commencer les étapes de développement de votre empire et de votre puissance, comme l'agriculture. Oui, ce qui est génial, là, c'est vraiment d'étendre votre emprise agricole sur les territoires conquis. Le coût des différents bâtiments agricoles sont inscrits à la page 14 du livret d'instruction. Par exemple, une terre agraire, ça vaut 2 PMM, une ferme, ça vaut 4 PMM et un moulin, évidemment, ça en vaut 3. Sinon, il y a aussi le pouvoir du développement scientifique. Pour accéder à cet aspect-là du jeu, le joueur va d'abord devoir construire des laboratoires dans les zones qu'il contrôle. Les différents laboratoires vont ensuite être améliorés, moyennant évidemment des sommes assez élevées en ppm, pour finalement atteindre le niveau scientifique 4 qui permet d'enclencher le programme d'enrichissement de l'uranium. Oui, puis là, après ça, les territoires bombardés par des obus nucléaires deviennent la possession du joueur attaquant, mais ne comptent d'aucune façon dans la production du joueur. Ils sont radioactifs. L'agriculture et le développement industriel sont donc rendus impossibles dans ces zones. C'est-à-dire que la nourriture peut être récoltée, oui. mais les unités qui vont en manger ont un risque de devenir mutantes. Et pour ça, il faut rouler un dé pour chaque unité. Et si le chiffre est pair, l'unité demeure normale. Mais si le chiffre est impair, à ce moment-là, il commence une mutation. Il va commencer à attaquer toutes les unités avoisinantes, incluant les alliés. Oui. Un peu comme un zombie. Oui, ou comme un chien enragé. Zombie. Oui, un chien enragé et zombie. Dans le fond, là, il existe plusieurs manières de gagner ou de terminer une partie de Frontières et Territoires à tout moment de la partie. Si un joueur contrôle 5 capitales, il gagne individuellement. On appelle ça la victoire monarchique. Si 2 joueurs contrôlent 6 capitales, ils gagnent conjointement. Ce type de victoire-là est appelé victoire de conjoncture. Et 3, si 3 joueurs contrôlent 7 capitales, ils gagnent par défaut. Cette victoire-là n'a pas de nom officiel, mais nous, on l'appelle une trifecta. Sinon, l'autre option, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui contrôlent 8 capitales. À ce moment-là, ils peuvent signer un traité de paix et il n'y a pas de véritable gagnant. Ouais. Tout le monde est gagnant parce que c'est la paix. Et donc, on va faire un échange de poignées de main et la partie va se terminer même si ça fait 100 heures que vous jouez. La 5e option, c'est si toutes les capitales sont détruites par des bombes nucléaires. À ce moment-là, tout le monde est perdant. Comme dans la vraie vie. Oui. Ou sinon, si un joueur parvient à développer un laboratoire scientifique jusqu'au niveau 8, il peut alors créer une arme laser orbitale qui donne la possibilité de faire ce qu'il veut, incluant de gagner la partie. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Cette fin-là est extrêmement rare. Si jamais ça vous arrive, écrivez-nous. On aimerait beaucoup ça vous rencontrer. Ouais. Ouais. Si la partie n'a toujours pas connu d'issue après 200 tours, bien là, la calotte polaire et les icebergs ont fondu, le monde est englouti sous les océans et tout le monde meurt noyé. Peu importe l'issue d'une partie de Frontières et Territoires, vous allez avoir investi plusieurs heures, parfois même des semaines dans une partie complète. Des fois, ça peut paraître un peu lourd. Si jamais vous sentez que vous commencez à être dépassé, le truc que je donne, c'est de jouer une petite partie de boîte à bingo pendant la partie de Frontières. C'est super simple, super le fun, puis tu pourrais gagner jusqu'à 1000 $. Oui. Bon, bien, regarde, je pense que ça fait le tour du petit survol des règlements de Frontières et Territoires. Déjà? Oui, je sais, mais ça passe vite quand on s'amuse. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui est très accessible. C'est sûr qu'il y a un certain degré de complexité dans certains aspects du jeu. Fait que je pense que, tu sais, à partir peut-être en bas de 4 ans, c'est peut-être plus difficile à jouer. Moi, le truc que je donnerais là, vraiment à la maison, c'est de s'asseoir puis jouer un petit 15 heures, un petit 20 heures, juste pour se familiariser avec tout ça, voir si on aime ça ou non. Sinon, n'oubliez pas l'option numéro 1, la boîte à bingo de l'Auto-Québec. C'est du bingo à gratin gang, super simple, juste du gros plaisir. Ça joue jusqu'à 8, puis tu pourrais gagner jusqu'à 1000 vraies piastres. De quoi faire lever ton party pas mal. Oh ouais! Hey, on joue-tu à la boîte à bingo? Ouais, ça me tente. Yes, merci.